Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. On est le 31 décembre. Donc, qui dit 31 décembre dit dernière journée de l'année. Et qui dit dernière journée de l'année dit retour en arrière, réflexion, se poser. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les fins d'année justement pour ça, pour faire le bilan, pour faire le recap sur l'année qui vient de passer. Je trouve que c'est vraiment le moment idéal pour faire une évaluation de ce qu'on a appris dans l'année. Et souvent, juste le fait de s'arrêter puis d'y penser et de le noter est suffisant pour vraiment acquérir ces espèces de leçons-là qu'on a appris au courant de l'année. Normalement, c'est un exercice que je fais seul, donc je vais peut-être me prendre des notes dans un cahier, des choses comme ça, mais cette année, j'ai envie de le faire public, donc de le partager avec vous et de vous partager les 10 leçons que j'ai apprises en 2020. Donc, on va se lancer, c'est comme ça que ça part. Première leçon que j'ai apprise en 2020, que j'ai appris ou que j'ai apprise. Première leçon que j'ai appris, que j'ai apprise, que j'ai appris. Il y a une grosse différence entre travailler et être productif. Cette année, j'ai commencé à utiliser un logiciel pour comptabiliser toutes les heures que je mets au travail. De cette façon-là, je suis capable d'évaluer facilement comment de temps je mets sur un projet, puis je suis capable d'organiser mon horaire en conséquence. Honnêtement, j'étais vraiment surpris de voir cette année que je travaille typiquement entre 25 et 30 heures par semaine. Si on m'avait posé la question avant, j'aurais dit que je travaille 40 heures par semaine, 50 heures par semaine. Honnêtement, j'ai vraiment l'impression de toujours travailler. Mais quand je me suis mis vraiment à calculer le nombre d'heures où je suis productif, que je suis concrètement en train de faire quelque chose, c'est à peu près toujours 25-30 heures par semaine. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est une bonne chose dans le sens où si on considère une semaine normale comme une semaine de 40 heures, ça veut dire que j'ai encore une espèce de 10-15 heures de productivité dans ma semaine que je n'ai pas encore utilisée. Et c'est une mauvaise chose où ça m'indique que finalement, il y a beaucoup de perte de temps dans ce que je fais. C'est pas parce que je suis derrière l'ordinateur que je suis nécessairement en train de travailler et je vais avoir souvent tendance à me faire distraire par un fil d'actualité, une petite notification YouTube. Donc souvent, le travail est mis de côté à profit d'une petite vidéo de des minutes ou des heures finalement sur un fil d'actualité où j'ai rien créé, où j'ai rien produit. Deuxième leçon que j'ai appris. La création de contenu, c'est vraiment ce qui m'apporte le plus de fierté. Quand j'ai débuté l'année, donc 2020, j'ai regardé mon année 2019, puis un gros manquement pour moi, c'était justement la création de contenu. J'avais vraiment mis de côté la création de contenu et j'avais comme objectif vraiment de m'y remettre en 2020. Ma pièce de contenu hebdomadaire, c'est mon podcast qui s'appelle Marketing Haute Fréquence. Donc, c'est un podcast de discussion entre moi et mon ami Guillaume Bareil. Et vraiment, mon année 2020, ce podcast-là, cette création-là hebdomadaire que j'ai fait m'apporte vraiment une grande fierté. Puis c'est comme un de mes plus gros accomplissements. C'est entre autres pour ça que je fais le défi 365 jours de vidéo. C'est parce que j'ai réalisé à quel point que la création de contenu, c'est important pour moi. Troisième leçon que j'ai appris. J'ai appris que le marketing haute fréquence, c'est pas juste un nom de podcast, c'est une philosophie. On avait comme intention de développer une nouvelle façon de faire en marketing puis d'essayer d'apporter nos idées. Mais littéralement, le marketing haute fréquence, ou je pourrais l'appeler le haute fréquence, c'est vraiment devenu comme pour moi une paire de lunettes que je porte presque en tout temps. Pour faire simple, le marketing haute fréquence, c'est au lieu d'utiliser des leviers basse fréquence pour faire passer les gens à l'action, on va utiliser des leviers haute fréquence. Donc, basse fréquence, ce serait la peur, l'urgence, la honte, la culpabilité. Et des leviers haute fréquence, ce serait le courage, éduquer, divertir, inspirer, motiver. Des façons de faire qui nous amènent au même résultat, inspirer la personne à passer à l'action, au lieu de la manipuler ou la persuader. Donc, c'est vraiment la philosophie derrière le marketing haute fréquence et c'est fou à quel point que ça m'a inspiré à devenir une espèce de porteur ou leader d'un mouvement, je pourrais dire. C'est comme mes actions en tant que marketeur, je veux qu'elles soient haute fréquence et je veux enseigner et partager ça à d'autres parce que clairement, je sais qu'on a la possibilité d'élever notre fréquence en utilisant des pratiques comme ça, mais aussi d'élever la fréquence de l'audience. Donc vraiment une nouvelle philosophie qui est au cœur de mon quotidien. Quatrième leçon, l'amour de la vidéo ne m'a pas quitté. Effectivement, la vidéo a tellement été centrale dans mon ancienne vie. J'ai étudié en cinéma puis j'ai travaillé 5 ans dans le domaine. Et quand j'ai commencé ma carrière justement en marketing, mais la vidéo avait très peu de place. Et j'adore le concept de réintégrer qui qu'on a été à qui qu'on est aujourd'hui. Et la vidéo, c'est pas mal mon ancienne vie,
mais qui était vraiment presque effacé dans ma carrière maintenant en marketing. C'est là que je suis vraiment content de voir une espèce d'union de cette passion-là de la vidéo, de cet univers-là de la vidéo qui maintenant s'intègre à mon univers marketing. J'ai donc l'impression que ça donne une immense force et une immense vélocité à mes skills, à ce que j'ai envie de faire, parce que j'utilise vraiment des années de compétences puis d'expertise à ce que je fais aujourd'hui. 5e leçon, je dois me concentrer sur l'avatar et pas sur l'outil. En début d'année, j'ai décidé de mettre de côté un projet que ça faisait 1 an que je portais, qui était le Ads Manager Mastermind. Le Ads Manager Mastermind, finalement, c'était un petit groupe de marketeurs à qui j'enseignais mois après mois mes meilleurs trucs, mes meilleurs conseils sur la pub Facebook. Donc, j'allais vraiment en profondeur sur la publicité Facebook et sur les stratégies de pub. Et de réaliser à quel point que l'outil, la publicité Facebook, à quelque part était un peu vide de sens et que rapidement, après 1 an, j'avais pas envie d'aller plus loin dans ça. De l'autre côté, mes clients que j'aide et les clients de consultation que j'ai, c'est principalement toutes des personnes dans le domaine des cours en ligne. Et leurs projets, leurs problèmes à quelque part, c'est des problèmes qui m'intéressent, c'est des challenges qui m'intéressent et l'outil de la publicité Facebook est juste une chose que je peux utiliser pour les aider. Quand je dis de me concentrer sur l'avatar, c'est même si ça fait 6 ans que je me spécialise en pub Facebook, tranquillement d'arrêter de faire l'outil ma spécialisation, mais me spécialiser sur la niche, sur l'avatar, qui est le créateur de cours en ligne. 6e leçon. Le skill numéro 1 à développer pour un marketeur, c'est le storytelling. Surtout quand on parle de marketing haute fréquence, le storytelling est comme l'outil au centre de tout. Le storytelling, finalement, ça fait partie de l'humain depuis des milliers d'années. Et si on veut inviter quelqu'un à passer à l'action, lui faire comprendre une idée ou lui faire voir la valeur de notre produit, le storytelling est la meilleure façon de procéder. C'est là que l'humain est vraiment en mesure de saisir toute l'ampleur d'un message ou d'une idée. Et qu'est-ce qu'un marketeur? C'est quelqu'un qui est capable de faire passer les gens à l'action. Donc, grosse découverte pour moi et clairement, le défi 365 est une façon pour moi de développer ce skills-là et je mise beaucoup là-dessus pour 2021. 7e leçon. Grosse découverte cette année, un Kindle. Donc, un Kindle, c'est pas juste une petite bébelle que je me suis acheté, mais c'est vraiment un outil qui m'a permis de changer ma relation avec la lecture. J'étais dans un paradigme avant où, si moindrement je prenais un livre et je commençais, je devais absolument le lire jusqu'à la fin. Si je faisais pas ça, j'échouais à quelque part. Maintenant, la lecture, c'est vraiment quelque chose que je fais par envie. Si j'ai pas envie de terminer un livre, je m'en vais dans mon Kindle, je passe au prochain. Et rien m'empêche de lire 3, 4, 5, 6 livres en même temps, mais je vais toujours lire qu'est-ce que j'ai envie. En plus de ça, moi je lis beaucoup de livres pour apprendre des trucs. Toute l'information que je vais chercher à l'intérieur des livres, je suis capable de les surligner et à travers un système que j'ai appris, toutes les portions du livre que je vais surligner sont envoyées dans mon logiciel de prise de notes qui est Evernote. Donc l'information à quelque part n'est pas juste consommée, mais est vraiment transférée dans un système que je peux après ça, en quelques clics, retrouver les passages les plus intéressants. 8e leçon, c'est vraiment lié avec qu'est-ce que j'étais en train de partager dans la 7e leçon, mais cette année, j'ai développé un système qui s'appelle PKM, Personal Knowledge Management. Donc, ça a commencé quand j'ai suivi un cours en ligne qui s'appelle Building a Second Brain de Tiago Forte. Et en gros, c'est un système qui permet de prendre toute l'information qu'on a en tant que personne, mais de la transposer à travers un outil puis une organisation spécifique qui, là, en ce moment, moi, est Evernote. Donc, toute mon information, tous mes champs d'intérêt, tous mes projets sont organisés à l'intérieur d'un système. Puis à chaque fois que j'ai une idée, je suis capable de la mettre, la capturer dans mon système et de la réutiliser plus tard. Et l'information que je vais consommer n'est pas juste, encore là, consommer. Elle est transposée dans mon système. Donc, si j'arrive en ligne, je trouve une information intéressante, je le mets dans mon système de notes. Après ça, je suis capable de prendre cette note-là et de la réutiliser dans mon projet. C'est comme si ça avait vraiment changé ma relation avec l'information. Avant, j'étais comme une espèce de boulémique. J'en prenais, puis après ça, il fallait que je la vomisse.
Mais aujourd'hui, je suis capable juste de me laisser guider, inspiré par qu'est-ce que j'ai envie de consommer comme information. Et cette information-là que je vais avoir trouvée, que je vais m'avoir amusé à consommer, naturellement, je vais être capable de l'utiliser sur des futurs projets. 9e leçon. Oh boy, que je l'ai appris à la dure cette année, mais je dois me tenir loin des jeux vidéo. C'était fin mars, début avril. Donc, de façon complètement anodine, je décide de télécharger un jeu qui s'appelle Legend of Runeterra. Et c'est un jeu extrêmement complexe et extrêmement stratégique. Un peu comme les échecs, c'est-à-dire qu'on peut passer une vie à développer ses connaissances sur ce jeu-là. Et quand je plonge dans un sujet qui m'intéresse, je plonge solide. Il n'y avait pas une journée où je ne jouais pas au fameux jeu, où j'allais pas écouter une vidéo sur YouTube ou des heures de vidéos sur YouTube pour apprendre les nouvelles stratégies. Quand je dormais la nuit, mes rêves étaient la moitié du temps sur des stratégies, sur des trucs en lien avec ça. J'étais complètement hypnotisé par ce jeu-là. Et pendant ce temps-là, je délaisse vraiment qu'est-ce qui est le plus important et enrichissant pour moi, c'est-à-dire développer des nouveaux projets, créer. Non, je suis 100% de mon attention est pris par ce fucking jeu-là. T'sais. Donc après 3 mois, j'ai réussi à finalement deleter ce jeu-là. Et 3 mois plus tard, 4 mois plus tard, je suis retombé un peu dans le même pattern, mais cette fois-là dans le poker. Pendant 2 mois de temps, je rêvais poker, toutes les vidéos que j'écoutais, c'était sur le poker. Et encore là, il n'y a rien d'autre qui se passait dans ma vie sauf développer mes compétences de poker. Et c'est ça le problème, c'est que développer des compétences sur des trucs aussi anodins et inutiles, ça m'aide pas à construire quoi que ce soit. Ça fait juste sucer mon temps et mon énergie. À ma défense, quand je suis retombé dans le poker, je venais de me casser la jambe. Donc, j'étais complètement immobile, en douleur et pour passer le temps, au lieu de télécharger Legend of Runeterra, je m'étais vendu l'idée que le poker était plus productif. Bref, me tenir loin des jeux vidéo, c'est clair que c'est un piège pour moi. 10e et dernière leçon, le Bitcoin est ton ami. C'est sûr que c'est un bon moment pour parler de ça parce que le Bitcoin en ce moment approche les 30 000 $ et il est descendu jusqu'à 6 000 $ au courant de l'année. Donc, croissance fulgurante, investissement phénoménal. Mais je dirais que c'est pas vraiment l'aspect financier que je trouve le plus intéressant dans le Bitcoin, c'est vraiment la philosophie derrière. Cette année, je voulais développer mes connaissances en investissement, sachant que je venais de revenir à zéro, puis pour une des premières fois de ma vie, j'avais de l'argent de côté que je pouvais investir. Et le Bitcoin m'a surtout séduit par son idée de décentralisation. En fait, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que le Bitcoin, à quelque part, il n'y a personne qui le contrôle. Il n'y a pas une espèce de banque centrale qui décide combien de Bitcoin on peut imprimer ou pas. C'est un système qui est en place et qui est géré et possédé par ses utilisateurs, finalement. Et ça, cette philosophie-là de décentralisation, avec tout ce qu'on a vu avec 2020, puis le pouvoir qui est concentré à l'intérieur des pharmaceutiques, des politiciens, de quelques personnes, et des systèmes de décentralisation, comme le Bitcoin est une monnaie décentralisée qui appartient à personne, redonne le pouvoir aux gens. Donc, je sens que non seulement le Bitcoin est un investissement intéressant parce que ça n'arrête pas de grossir, mais il y a vraiment une philosophie de décentralisation derrière ça que je sens peut être extrêmement porteur pour le futur. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Yes, on a fait le tour, on arrive à la fin. Ce qui m'amène à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. Si vous avez la chance, je vous invite vraiment à prendre 20 minutes, une demi-heure, écrire vos grandes leçons. Les écrire va vraiment vous amener à concrétiser les apprentissages que vous avez eus. En tout cas, moi, de mon côté, c'est un exercice que j'adore. Si vous avez aimé cette vidéo-là, je vous invite à cliquer sur le petit pouce bleu. Et si vous voulez être informé dès le moment où je sors une nouvelle vidéo, qui est à chaque jour, c'est pas super compliqué, mais si vous voulez être notifié quand même, abonnez-vous à la chaîne. Mes sœurs, mes frères, merci beaucoup. Et encore une fois, bonne année 2021. Ciao tout le monde.